toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système financier international. Depuis la crise financière de 2008, les pays émergents ont beaucoup contribué à l'économie mondiale. Mais leur rôle est-il reconnu à sa juste valeur? Et l'initiative chinoise Ceinture et Route va-t-elle permettre aux pays émergents de mieux s'intégrer au système financier international? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Le comité pour réinventer Bretton Woods a été fondé par Mark Usan. Le comité est une fondation basée aux États-Unis qui organise un dialogue ouvert et transnational entre les différents membres qui s'engagent à façonner l'architecture financière mondiale et veulent aider à construire les institutions clés nécessaires pour engager la réforme du paysage économique. Interrogé par un journaliste de l'agence Sinroi, Stephen Perry, le président du 48 Group Club, fait l'analyse suivante. L'initiative Une ceinture et une route veut montrer la voie en matière de commerce et de développement économique global. Le monde a grand besoin d'un nouveau système économique. Quand le système de Bretton Woods va se désintégrer, tous les regards vont se porter sur la Chine. Nous recevons sur notre plateau M. Mark Usan. Vous êtes fondateur et président du comité pour réinventer Bretton Woods. Alors, je pense tout d'abord, il est intéressant de savoir pourquoi avez-vous eu l'idée de créer une institution et dans quelle manière vous voulez réinventer le système. L'idée n'était pas de revenir à des taux de change fixes, mais l'idée était d'être sûr qu'on allait garder l'esprit de la coopération internationale. Et aujourd'hui, comme on le voit avec des incertitudes majeures dans l'économie mondiale, des incertitudes sur le protectionnisme, le retour des frontières, il me paraît encore plus judicieux de réinventer Bretton Woods pour être sûr qu'on garde cet esprit de multilatéralisme et de coopération internationale. Au fil des années, nous avons vu pas mal de nouvelles institutions qui ont été créées, comme l'émergence du G20, comme l'émergence d'une nouvelle institution ici en Chine, la Banque asiatique d'infrastructure et d'investissement, le nouveau concept de BRIC, avec la création d'une banque de développement qui est basée à Shanghai, dont cette architecture se met en place, elle est beaucoup plus multipolaire. Et notre organisme, avec toute modestie, a permis d'engager ce dialogue avec de nombreux acteurs dans les pays émergents et de comprendre que l'architecture de l'après-guerre devait s'améliorer et devait donner une place beaucoup plus importante à des pays qui, à l'époque, étaient moins représentés parce que leur poids dans l'économie mondiale était moins important. Mais pensez-vous que les pays émergents aujourd'hui, y compris la Chine, ont leur rôle, ont leur place suffisante dans le système financier international? Oui, je pense que si vous voyez aujourd'hui l'évolution de l'architecture financière internationale, il y a deux faits majeurs. La Chine est aujourd'hui devenue l'un des acteurs principaux par rapport à la refondation de cette architecture financière internationale, par rapport à son poids dans l'économie mondiale. Et puis la Chine est en train de prendre un rôle de plus en plus important en tant que devenir un pays extrêmement responsable dans l'évolution de la gouvernance globale. On le voit depuis de nombreuses années, je dirais même depuis la première crise financière asiatique en 1997, lorsque la Chine avait décidé de ne pas l'évaluer. Lors de la crise de 2008, quand la Chine a accompagné, comme les autres grands pays industrialisés dans le cadre du G20, un plan de relance extrêmement important qui a permis de relancer l'économie mondiale. Et dernièrement, je dirais depuis 2 ans, par la création de nouvelles institutions financières internationales, la Banque asiatique d'infrastructure, la Banque de développement, et en même temps d'inclure le RMB dans le palier du DTS. Donc la Chine a bénéficié de cette architecture financière internationale, mais je pense que la Chine aujourd'hui veut jouer un rôle prépondérant pour être sûr que la globalisation puisse se poursuivre. Alors, vous avez mentionné beaucoup la banque d'investissement pour les infrastructures asiatiques. Alors, vous avez mentionné cela dans des rencontres entre académiques avant que cela pourrait être un supplément très nécessaire au système financier international actuel. Comment expliquez-vous cela? Écoutez, au-delà de cette banque, ce qu'on voit émerger depuis maintenant 2-3 ans, c'est que nous avons eu un monde qui devient beaucoup plus multipolaire. À partir de là, des acteurs qui étaient, je dirais,
qui avaient moins d'influence, puisque leur poids dans l'économie mondiale était moindre, aujourd'hui commencent à jouer un rôle beaucoup plus important. Donc on voit apparaître des nouvelles institutions qui ont un besoin. On voit que dans le cas de l'Asie, les besoins d'investissement, les besoins d'infrastructures sont majeurs. Le récent rapport de la Banque asiatique de développement, qui est souvent cité, on parle presque de 800 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. Donc il y avait un besoin nécessaire de remplir ce vide pour être sûr qu'on avait des nouvelles institutions qui n'étaient pas là pour concurrencer, mais qui pouvaient apporter une nouvelle forme d'innovation pour essayer de remplir ce besoin, notamment en Asie, pour le financement des infrastructures et des investissements. Donc, et à AIB, vous avez aussi maintenant cette nouvelle banque, la banque de développement qu'on appelle BRIC, qui est basée à Shanghai, qui est à la fois une nouvelle banque, qui a 5 pays qui sont membres, mais qui risque d'évoluer, non pas l'institution, mais je dirais ce que j'appelle le forum. Cette année, d'ailleurs, la Chine a la présidence des BRIC, et qui risque de faire évoluer, je dirais, ce concept de BRIC qui avait été créé par Jim O'Neill, l'ancien chief économiste de Goldman Sachs, pour essayer d'engager un dialogue, non pas simplement avec ces grands pays émergents, mais avec d'autres pays émergents. Et on parle de plus en plus, d'ailleurs, d'un concept de BRIC+, qui permettrait peut-être d'avoir des sortes de dialogues approfondis avec d'autres pays émergents, pour peut-être penser à un nouveau dialogue sud qui permettrait d'apporter une vision sur comment évoluer, comment faire évoluer l'architecture financière internationale. Le 14 mai dernier, durant la cérémonie d'ouverture du forum sur l'initiative Une ceinture et une route, le président chinois Xi Jinping a indiqué que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures avait fourni 1,7 milliard de prêts à 9 projets dans les pays qui participent à Une ceinture et une route. Nous allons établir un système de garantie financière stable, durable et capable de contrôler les risques, a déclaré le président chinois lors de son discours. Il faut également innover dans les modalités de financement et d'investissement, promouvoir la coopération publique-privée, développer un marché des capitaux à plusieurs niveaux et un système de financement diversifié. Le président Xi a également annoncé que la Chine allait accroître son soutien financier pour la construction d'une nouvelle route de la soie. La Chine va notamment coopérer avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, avec la nouvelle banque de développement des BRICS, la Banque mondiale ainsi que d'autres institutions de développement multilatéral pour soutenir plus efficacement les projets dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. En fait, vous avez participé plusieurs fois au forum de think tank sur cette initiative. Que représente pour vous cette initiative? Écoutez, si on réfléchit un petit peu à ces objectifs, moi j'en vois 3. On a vécu depuis une dizaine d'années une période de taux de croissance extrêmement bas, de taux d'investissement extrêmement bas et des taux d'infrastructure extrêmement bas et un commerce international qui diminue. Ce projet Route de la soie peut remédier à cette période de ce qu'on a appelé dans les pays avancés de stagnation séculaire. Deuxième objectif, c'est que ce projet a quand même peut-être la possibilité de créer plus de connexion, de connectivité entre des pays, si vous voulez, où les infrastructures sont de très basse qualité, notamment je pense à l'Asie centrale, où il y a très peu encore d'intégration régionale. Vous prenez des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous ces pays ont besoin d'être intégrés dans l'économie mondiale. L'autre contexte, on rentre dans un contexte où il y a de plus en plus d'incertitudes dans l'économie mondiale. Dans le cas de l'Union européenne, nous sommes confrontés au fameux Brexit. Dans le cas des États-Unis, nous avons une administration qui est peut-être moins enclin et moins engagée par rapport au multilatéralisme. Donc, ce projet répond aussi peut-être à un nouveau chapitre sur la globalisation que peut-être la Chine veut porter et qui pourrait avoir comme caractéristique, permettre à la Chine, d'abord au niveau national, de rééquilibrer son économie, qui a toujours été basée sur une croissance très forte dans les zones côtières, donc d'essayer un petit peu de développer aussi d'autres provinces de l'Ouest, et d'accompagner un développement dans des pays qui n'ont pas été, comme je le pense beaucoup à l'Asie centrale. Bien sûr, on parle de 65 pays. L'objectif est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand sommet. Je propose, et mon idée est de se dire que peut-être ce sommet ne devrait pas être simplement un sommet qui aurait lieu une fois par an,
on devrait créer un nouveau mécanisme de coordination, puisque pour le moment, nous voyons que c'est très disparate et qu'il y aurait un besoin de créer un ancrage. Et donc, un secrétariat de la route de la soie me paraît nécessaire, qui pourrait être basé non pas en Chine, mais dans un autre pays, qui permettrait de coordonner tous les acteurs, pas simplement des acteurs publics, mais les acteurs du secteur privé. Car pour que ce projet puisse réussir et puisse avoir un grand succès, il est nécessaire d'impliquer le secteur privé. Dans quelle façon concrètement? Par exemple, le financement des investissements, le financement des infrastructures ne peut pas se faire simplement par les institutions multilatérales, que ce soit la Banque mondiale, la Banque asiatique d'infrastructures. On aura besoin, si vous voulez, d'investisseurs de long terme qui pourront voir exactement si ces projets de financement sont valables, avoir un rendement important. Donc je pense que un forum qui permettrait à la fois d'avoir, j'appelle ça un processus G20 pour les pays de la route de la soie, à la fois où les gouvernements de ces pays puissent se réunir une fois par an en mettant en place un processus, quels sont les besoins, quels sont les objectifs, et à côté de ce forum en parallèle, on aurait un forum que j'appellerais le Business Silk Road Forum, ou le forum où les grands chefs d'entreprise de cette région puissent se réunir aussi une fois par an pour faire un petit peu le point, pour voir comment les progrès. Et ça manque. Donc je pense que, j'espère en tout cas que l'initiative et que le fait que tous ces chefs d'État viennent en Chine pour la première fois pour parler de ce projet, puisse apporter aussi, vous voyez, quelque chose d'institutionnel. Car je pense que c'est à partir de là qu'on pourra bâtir, non pas simplement, si vous voulez, un projet, je dirais, ad hoc, mais quelque chose qui peut se structurer. Maintenant, le gouvernement chinois a réitéré plusieurs fois que la route de la soie n'est pas un projet qui vise seulement les pays qui sont autour de la route de la soie maritime ou terrestre. Beaucoup de pays, d'autres pays vont impliquer, comme cette initiative est ouverte à presque tous les pays dans le monde. Et comment, à partir de cela, une institution puisse être possible? Est-ce que cela va être quelque chose qui équivaut au G20 ou quelque chose comme ça? Si vous voulez, si on prend un peu de recul, au mois de janvier, pour la première fois, votre président est venu à Davos et a fait un discours extrêmement important sur la globalisation, sur le multilatéralisme et sur le fait qu'il faut continuer à avoir un monde ouvert, un monde interconnecté. De l'autre côté, aux États-Unis, pour la première fois, nous avons une administration qui est beaucoup plus préoccupée par le fait que le commerce international, qui devrait être, si vous voulez, bénéficiaire pour l'ensemble des pays, est perçu aujourd'hui comme vous êtes gagnant, je suis perdant. Donc je dirais que la première chose, en tout cas au niveau international, qu'il faut réitérer, c'est que le commerce international doit avoir une vision gagnante pour l'ensemble des pays industrialisés et les pays développés. Donc je vois ce projet de route de la soie comme un nouveau chapitre pour la globalisation, une nouvelle ère. On ne peut plus avoir une globalisation qui n'est pas inclusive. Il faut une globalisation qui soit durable, qui puisse réduire les inégalités. Depuis de nombreuses années, si vous voulez, depuis la crise de 2008, on dit que l'une des solutions pour faire, depuis la crise financière, est qu'il y a un besoin énorme d'investissement dans de nombreux pays industrialisés, dans de nombreux pays émergents. Les taux d'intérêt ont été extrêmement bas. Donc c'est le moment de profiter de cette période pour essayer d'investir, pour essayer de permettre de développer des nouvelles vecteurs de croissance. Car si vous voulez, ce qui se passe dans les pays développés aujourd'hui, notamment dans l'Union européenne, c'est qu'on a vécu depuis la crise financière une période où les taux de croissance étaient extrêmement bas, où il y a eu une perte de PIB extrêmement importante et vous voyez, une montée des populistes, une montée du populisme. Donc il va falloir, si vous voulez, et je trouve ce qui est intéressant, c'est que la Chine devient un petit peu l'apôtre et devient le porte-parole de la globalisation. Et je dirais aussi que peut-être ce projet de la route de la soie est de montrer a aussi une histoire à raconter par rapport à son propre modèle de développement. Donc la route de la soie est aussi une vision chinoise sur son modèle de développement qui a permis à la Chine de sortir de la pauvreté. Donc il y a aussi une histoire qui doit être connue. La Chine a présidé le G20 l'année dernière avec, je dirais, un grand succès. La Chine préside cette année les BRIC, lance ce projet sur la route de la soie en invitant de nombreux pays à y participer. La Chine veut internationaliser sa monnaie avec une vision concrète avec l'inclusion du RMB dans le DTS. La Chine
est devenue un acteur prépondérant dans le changement de la gouvernance globale. Je ne pense pas que la Chine veut concurrencer les institutions multilatérales qui existent, mais elle voit bien qu'il y a aussi d'autres besoins, d'autres demandes, et qu'on pourrait aujourd'hui, si vous voulez être sûr, car la Chine a été le principal bénéficiaire de la globalisation, il n'est pas l'intérêt de la Chine d'arrêter ce processus. Il faut être le nouveau porte-parole pour être sûr qu'on ne va pas revenir à ce qu'on a connu pendant l'entre-deux-guerres, qui a été une instabilité monétaire, qui a été l'émergence de barrières douanières et qui malheureusement a entraîné des guerres. Donc je pense que je vois ce projet, si vous voulez, comme vraiment une réponse de la Chine pour ouvrir un nouveau chapitre de la globalisation. Donc ça veut dire que quand vous dites de créer des institutions, c'est pour satisfaire de nouveaux besoins. Absolument. Plutôt un besoin Absolument. pour que les pays émergents ont plus de poids dans l'économie mondiale? Mais c'est déjà un fait. Les pays émergents ont un poids beaucoup plus prépondérant dans l'économie mondiale, mais ce n'est pas reflété dans les institutions de Bretton Woods. Vous avez cette frustration qui existe depuis de nombreuses années pour dire « Ah, il faudrait changer le rapport de force, les quotas », et ça prend beaucoup de temps de changer ces rapports de force. On a créé le G20, qui est déjà, je dirais, quelque chose et une nouvelle forme de gouvernance, puisqu'au sein du G20, nous avons à la fois les pays émergents, les pays développés, qui se réunissent une fois par an et qui devient le forum principal pour gérer l'économie mondiale. La difficulté aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a une tendance à revenir vers les frontières. L'émergence de votes populistes en Europe, aux États-Unis, font que les gens croient de moins en moins à la globalisation. Donc je dirais que le rôle des politiques aujourd'hui est de pouvoir montrer que la globalisation a des effets bénéfiques et qu'il va falloir gérer les inégalités qui s'accroissent dans les pays développés. Il ne faut plus voir le monde comme le monde à côté, les pays riches et les pays émergents. Nous sommes tous confrontés à les mêmes problèmes. Quand on parle de l'avenir du travail, quel sera le travail dans la prochaine décennie, quand on voit des changements démographiques majeurs au Japon, en Chine, en Union européenne, aux États-Unis, donc il va falloir penser le monde d'un point de vue global. On n'aura pas un gouvernement mondial, mais je pense que ces institutions peuvent être bénéfiques et je pense qu'il faut redonner un petit peu corps à la coopération internationale et au multilatéralisme. Donc je vois que pour moi, l'édifice de la route de la soie est une pierre angulaire pour montrer que la globalisation va se poursuivre et que la Chine veut peut-être lancer des signaux qu'elle veut être un acteur prépondérant dans cette globalisation. Mais pensez-vous que les projets concrets qui ont été réalisés dans le cadre de cette initiative sont satisfaisants jusqu'à présent? Ce n'est que le début, je dirais. Je dirais qu'il y a beaucoup de projets sur d'investissement, d'infrastructures. Alors il y a une inquiétude. Oui. Il faut être honnête. Je vois bien que quand vous voyagez, on a le sentiment, une petite peur de sentir que c'est un projet porté que par la Chine. Que, que la Chine veut accompagner ses entreprises, les banques chinoises pour s'internationaliser, pour internationaliser la monnaie chinoise, qu'on a des investissements en Afrique qui est perçu un petit peu, si vous voulez, avec une certaine forme d'inquiétude. Donc il va falloir confronter ces inquiétudes, essayer de mieux l'expliquer, car, si vous voulez, à la fin, ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le monde, c'est de la croissance. Nous avons besoin d'une croissance. Donc aujourd'hui, la priorité numéro 1, c'est une croissance inclusive. Et donc je pense que ce projet peut apporter une contribution à l'accroissement de cette croissance inclusive. Mais je pense qu'il faut, comme toujours, si vous voulez, toujours écouter les préoccupations des pays qui se disent est-ce que la Chine veut, entre guillemets, avoir une nouvelle mainmise sur les matières premières, sur les ressources naturelles de ces pays. Donc je pense, j'ai toujours un peu ce concept dans ma tête, ce forme de win-win, comme disent cooperation, entre, je dirais, la Chine et le reste du monde. Et je pense que c'est important de montrer que la Chine veut avoir un rôle responsable dans l'émergence d'une nouvelle architecture financière internationale. Mais je pense quand même que cette idée de win-win qui est assez très chinoise est assez difficile pour les Occidentaux. La Chine doit faire un effort, je dirais, plus important pour expliquer quels sont les objectifs de ce projet de route de la soie, en quoi elle pourrait bénéficier les pays européens, les pays émergents, parce que pour le moment, on le perçoit, si on analyse ce projet, c'est très, si vous voulez, perçu comme une initiative chinoise.
Je pense que ça devrait être une initiative multilatérale. C'est pourquoi la Chine invite tout le monde pour Je en pense, discuter. et je pense que ce projet de réunion de chefs d'État devrait être institutionnalisé avec une présidence tournante. Et je proposais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la création d'un secrétariat qui permettrait de coordonner les activités de tous ces différents acteurs. Et ce secrétariat devrait être basé dans un autre pays pour montrer que la Chine ne cherche pas, entre guillemets, à monopoliser, mais au contraire à accompagner un projet qui permettrait à l'économie mondiale aussi de trouver des nouveaux vecteurs de croissance économique. Mais beaucoup de pays d'Afrique et d'Amérique latine ont exprimé leur intention de vraiment participer à cette initiative. Pensez-vous qu'on arrive à la fin d'une synergie entre les pays émergents? Si vous voulez, ma grille de lecture, comme je vous le disais, c'est que on a parlé de ce projet de route de la soie, mais je pense que ça va au-delà des pays qui font partie de la route de la soie, parce que je pense que c'est un nouveau chapitre qui s'écrit dans la globalisation. Je pense que l'intérêt de la Chine, mais de la plupart des pays développés, c'est d'être sûr qu'on ne voit pas l'émergence de régimes populistes dans l'Union européenne et aux États-Unis. On comprend quand on parle de fermeture de frontières, de barrières douanières, cela me rappelle, si vous voulez, ce que j'ai étudié, la période de l'entre-deux-guerres qui a créé la Grande Dépression et les montées du protectionnisme et du nationalisme. Il faut aller contre ces tendances. La meilleure façon d'aller contre ces tendances, c'est de faire du commerce et de poursuivre et de développer et d'ériger l'OMC pour que ce soit une institution internationale avec des règles du jeu. Mais aujourd'hui, il faut aussi comprendre les perspectives et les inquiétudes des populations. Aujourd'hui, nous avons dans l'Union européenne des pays, je parle en connaissance de cause, nous venons d'avoir une élection en France, où nous avons un pays qui est divisé en deux, entre une partie de la population qui profite de la globalisation et une partie qui se sent exclue. Donc je pense que c'est le rôle des politiques aujourd'hui d'apporter des réponses à cette fragmentation, mais je ne pense pas que la solution réside, si vous voulez, à la mise en place de frontières, à un retour du protectionnisme. Donc je vois ce projet de route de la soie, pour résumer, comme un projet qui permet au fond de donner à l'économie mondiale des nouveaux vecteurs de croissance, qui doit être basé sur un renouvellement des infrastructures pour prendre en compte les besoins d'investissement dans de nombreux pays émergents et d'essayer de former une nouvelle forme de gouvernance au niveau international. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au niveau international? Nous avons des institutions qui ont été créées après la guerre, l'institution de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale. Nous avons une monnaie qui est le dollar, qui est la monnaie de réserve internationale. Nous avons une deuxième monnaie qui a émergé, qui est l'euro, mais auquel on porte encore des incertitudes, des inquiétudes. Nous avons une crise majeure dans la zone euro. Et nous avons une monnaie qui est risque et qui va devenir une monnaie de réserve internationale d'ici 20 ans, le RMI. Donc comment agencer et comment penser un monde qui devient moins unilatéral, mais beaucoup plus multipolaire? C'est l'enjeu de la prochaine décennie. Car un monde multipolaire risque de créer des zones régionales au niveau asiatique, en Amérique du Nord, au niveau européen. Il faut que ces blocs puissent cohabiter et puissent se parler entre eux. Vous avez dit que dans le monde occidental, il y a en général des inquiétudes concernant la globalisation, et aux États-Unis, on a vu que Donald Trump, le nouveau président américain, n'est pas favorable ou même hostile à la globalisation. Et on voit que beaucoup s'inquiètent également d'un durcissement de la politique monétaire américaine qui peut déstabiliser certains pays émergents en 2017. Il faut admettre quand même que les pays occidentaux, par exemple les États-Unis, ont encore beaucoup de pouvoir sur l'économie mondiale. Alors, je verrai votre question sur deux axes principaux. Premier, il est clair que nous allons rentrer dans une nouvelle normalisation de la politique monétaire américaine avec une augmentation des taux d'intérêt. Cette augmentation des taux d'intérêt a été, si vous voulez, pris en compte par de nombreux pays émergents à travers une communication beaucoup plus importante qui s'est faite au sein du G20 et qui a été communiquée autant vis-à-vis des autres banques centrales que vis-à-vis des marchés. Donc ce nouveau chapitre aussi que nous allons vivre au niveau de la normalisation de la politique monétaire américaine, qui a été pendant de nombreuses années contenu à travers des taux d'intérêt très bas, on voit une augmentation des taux d'intérêt qui a été programmée, qui a été très bien communiquée aux différents acteurs, notamment aux banques centrales des pays émergents. Donc il n'y a pas de surprise.
Mais quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, ça veut dire aussi que la croissance américaine est beaucoup plus forte qu'on l'avait espéré. Ça veut dire que les pays émergents vont aussi profiter de l'augmentation de la croissance des États-Unis. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant. Pardon ? S'il essaie de fermer les frontières, par exemple, Trump a dit acheter américain, employer les Américains. Pour le moment, il y a beaucoup de rhétorique, il y a très peu de choses dans la pratique, dans le cadre de la nouvelle administration américaine. Mais je pense qu'à court terme, les pays émergents vont profiter du rebond de la croissance américaine, mais en même temps même du rebond de la croissance en Europe. Nous avons en Europe une croissance qui commence à prendre forme et qui risque d'être durable. Donc il y a, peut-être c'est un point, vous savez, le FMI depuis de nombreuses années mettait en place des prospectives et des perspectives de croissance économique qui étaient toujours, pour la première fois, il y a un nuage d'espoir avec des taux de croissance qui augmentent. Donc c'est bienvenu, il faut redonner de l'optimisme. Nous avons peut-être des taux de croissance. Les émergents, donc clairement, vont profiter de cet accroissement de la croissance dans les pays industrialisés, mais en même temps, il est clair, ils sont tous confrontés à des problèmes structurels, problèmes démographiques, problèmes si vous voulez, de déficit budgétaire. Donc il y a problème aussi, je dirais, de gouvernance. Vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, crise politique, du Brésil, crise politique majeure. Donc de nombreux pays émergents sont aussi confrontés, je dirais, à un problème, je dirais, de gouvernance politique qui doit être résolu. En même temps, des problèmes structurels, je dirais, qui sont là, notamment, quelle est la qualité de la croissance, éducation, problème d'investissement dans l'éducation, un problème démographique. Donc, je dirais que le changement de politique monétaire a été, je dirais, depuis 2 ans dont on parle, on avait parlé de ces fameux effets de contagion. Vous savez que le changement de politique monétaire pourrait créer un effet de contagion majeur avec une sortie des mouvements de capitaux. Ça ne se passe pas actuellement, car ces pays étaient préparés. Mon inquiétude, au-delà des réformes structurelles que ces pays doivent mettre en place, c'est qu'en même temps, c'est que ces pays, si vous voulez, et le secteur des entreprises des pays émergents, c'est beaucoup endetté en dollars. Et leur monnaie locale s'est dépréciée. Donc nous allons avoir ce qu'on dit en anglais un déséquilibre entre le fait d'avoir emprunté en dollars et remboursé en monnaie locale qui se déprécie. Ça, je dirais, c'est dangereux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prêter beaucoup d'attention, car ça peut créer une crise dans un pays, mais qui peut avoir un caractère systémique. Alors, l'initiative Une ceinture, une route va-t-elle permettre aux pays émergents d'avoir une meilleure intégration dans le système financier international? Ce projet Route de la soie, comme je vous le disais tout à l'heure, et peut-être aussi que la Chine va jouer un rôle prépondérant dans l'évolution de la gouvernance globale. C'est-à-dire que la Chine veut être sûre aussi que les pays émergents soient mieux représentés dans l'économie mondiale. Comment? En essayant de poursuivre la réforme au sein des institutions de Bretton Woods, notamment au sein du FMI et de la Banque mondiale. C'est la première chose. Ne oubliez pas que le numéro 2 du FMI est un représentant chinois. C'est quand même une avancée par rapport aux décennies précédentes. Et donc je pense que la Chine ne veut pas faire ça de manière unilatérale. La Chine veut travailler de manière multilatérale, donc en demandant à ces pays émergents de pouvoir venir et d'accompagner ce changement structurel qui est de facto qui va arriver parce que le poids de ces pays dans l'économie mondiale est plus important. Au moment donné où leur poids dans l'économie mondiale est plus important, il est normal, et c'est un problème de légitimité, que ces pays puissent avoir une meilleure représentation et une plus grande influence. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème de gouvernance, ça crée de la frustration, ça crée des inquiétudes, et ce n'est pas bon, si vous voulez, sur, je dirais, un monde inclusif et d'essayer d'espérer une croissance beaucoup plus durable. Alors, je vous remercie, M. Marc Huzon, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.